Bonjour Alexandre Fernandez, vous êtes prof à l'Université de Bordeaux, historien. Vous avez écrit dans le dernier numéro de La Pensée qui est intitulé Le pouvoir discret de la bourgeoisie. Votre article porte sur l'Espagne au début du XXe siècle. Et je vais commencer par une première question, puisque au-delà du cas espagnol de la Deuxième République, une question un peu générale que traite votre article, c'est en quoi il est pertinent de prendre en compte la spécificité du type de capital détenu par différentes fractions de la bourgeoisie pour comprendre comment elle se comporte. Euh, Oui, merci Stéphane de cette question, qui est une question très importante du point de vue théorique et analytique et empirique. Cette question-là, on la trouve dans les écrits, on peut la trouver effectivement dans les écrits de Marx, pour ne prendre que lui, hein. Si on distingue ces œuvres, disons, d'analyse ces œuvres d'analyse du mécanisme, appuyées par des exemples, mais fondamentalement analyse de mécanisme du capitalisme, de ces œuvres de réflexion sur une situation historique donnée. On peut mettre d'un côté, si vous voulez, le capital, de l'autre les textes genre le 18 Brumaire. Et en y réfléchissant, en observant en tant qu'historien, pour m'en tenir simplement sur la période 19e jusqu'à la guerre de 14. Je dirais juste un mot ensuite sur les autres périodes. Il est évident que si le développement du capitalisme britannique, français ou allemand présente des traits communs, il y a des traits distinctifs entre ces trois-là, par exemple. Au-delà même, ce ne sont pas des traits qui sont proprement, qui n'ont pas forcément lieu à une sorte d'essence nationale de tel ou tel type de capitalisme, même s'il peut y avoir cette donnée, mais aux conditions d'accumulation et de reproduction élargie du capital à chaque moment, dans chaque formation économique et sociale donnée. Donc, il est évident que le capitalisme ne se développe pas de la même façon en Grande-Bretagne, en France et en Prusse ou dans l'Empire allemand, on veut, que par voie de conséquence, la bourgeoisie qui en est issue respectivement dans chacun des États et à chaque moment n'est évidemment pas identique à elle-même, y compris dans chaque État. La bourgeoisie, si on singularise, on devrait parler des bourgeoisies, mais si on emploie le pluriel de manière inconsidérée, on tend à dissoudre l'analyse. Donc, autant garder le singulier, mais en ayant tout le temps à l'esprit que ce singulier ne recoupe pas des identités, recoupe des similitudes, des intérêts, des similitudes de formation du capital et de reproduction du capital, de similitudes d'intérêts, similitudes, mais pas forcément identité des intérêts à l'intérieur du groupe ainsi, disons, délimité. Pour ne pas employer le terme de défini, parce que définir ça serait trop fort, mais délimité. Et il est évident que l'historien a pour tâche de voir, hein, d'essayer de repérer, c'est à la fois ce qui est de l'ordre du mouvement général et qui donc peut s'inscrire dans une analyse et avec des outils, notamment les outils du marxisme ou d'autres, de manière générale, mais en même temps d'en voir les spécificités géographiques et chronologiques. On peut faire ce même exercice au moment, alors il y a des différences, hein. Par exemple, le fait que le capitalisme britannique soit plus commercial et industriel, le capitalisme germanique et financier, évidemment, le capitalisme germanique plus exclusivement industriel, le capitalisme français plus nettement financier, bon, ce ne sont pas des petites différences. Le fait que le capitalisme britannique puisse se
reposer, j'ai employé ce terme, sur un empire colonial, que le capitalisme français puisse aussi se reposer sur un empire colonial et le capitalisme allemand, non, ce sont aussi des différences. Et on peut faire on peut reproduire ce type d'analyse, par exemple à l'époque du développement de ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, dans les années 10, 20, 30, indépendamment de la... Enfin, on ne peut pas faire comme si la guerre de 14 n'avait pas lieu, mais évidemment, ou on peut évidemment travailler de la même façon sur la période très contemporaine, à la fin du 20e, début du 21e, où l'historien ne peut pas se contenter simplement d'une dénonciation de la finance de manière un peu incantatoire, surtout lorsque cette dénonciation est abandonnée en cours de route, et oublier comment le capitalisme contemporain continue de se créer au moment de la production. Hein, il se crée toujours, et d'une certaine façon, si la pandémie a servi à quelque chose, elle a au moins servi à ça, c'est-à-dire à remettre au centre, enfin peut-être pas au centre, ça je suis un peu trop optimiste, enfin remettre à l'ordre du jour l'idée qu'on ne pouvait pas faire comme si les questions de qui produit, quel type de capital est investi dans la production, où, et avec quelle force de travail mobilisée et où, étaient sans importance. Et bien justement, dans le cas de l'Espagne du début du XXe siècle, et plus précisément ce qui est l'objet de votre article, de la Deuxième République espagnole. Du coup, qu'en est-il des différentes fractions de la bourgeoisie? Alors, comme j'ai essayé de le montrer dans l'article qui a été publié dans La Pensée, on a trop souvent considéré une faiblesse historique de la bourgeoisie espagnole pour rendre compte de l'échec, au-delà des conjonctures, rendre compte de l'échec de la République, de la Seconde République, de celle de 1931-36. Or, cette lecture qui a été très largement partagée, y compris par les contemporains d'abord, évidemment, et par les socialistes et les communistes de l'époque, par beaucoup d'historiens par la suite, n'est, à mon sens, pas complètement satisfaisante. C'est pas qu'elle soit complètement fausse, mais elle n'est pas complètement satisfaisante parce qu'elle oublie que cette bourgeoisie espagnole, et je garde toujours le singulier pour l'instant, s'était constitué. Alors, on peut toujours mesurer des décalages et des différences avec les modèles britanniques ou français ou allemands. Évidemment, elle est différente, elle est très différente. Mais elle s'est constituée. Elle s'est constituée sur un mode plutôt libéral et libéral au milieu du 19e siècle, libéral conservateur pour une partie à la fin du 19e, mais aussi à l'extrême fin du 19e et début du 20e, libéral démocratique. Alors c'est celle-ci qui, après son incapacité à proposer une solution politique à la crise du régime qui aboutit à la première dictature, celle de 1923 de Primo de Rivera, semble parvenir au pouvoir en 1931 avec la République. C'est la réussite de cette bourgeoisie libérale démocratique portée par le Parti radical et une fraction du Parti socialiste, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier qu'en 31, même en 31, là, ces républicains-là, républicains démocratiques, dont Manuel Azaña, par exemple, est la grande figure, ne sont pas seuls. Ils ont dû composer avec en France, en 1848, on aurait appelé des républicains du lendemain, c'est-à-dire des ralliés qui, en fait, sont des conservateurs qui n'avaient à ce moment-là pas de solution de rechange après la fin de la dictature de Primo de Rivera. Et parce que, et là, c'est important de voir qu'il y a bien
que cette bourgeoisie, elle est distincte. Et ça, effectivement, Manuel Tunian de Lara, par exemple, avait lui et d'autres très bien distingué la grande bourgeoisie, très liée à l'aristocratie, et la otra bourgeoisie, donc une bourgeoisie beaucoup plus moyenne, si l'on veut, et allez, on va lui faire crédit d'être plus libéral-démocratique que la précédente. Et d'ailleurs, la législation sociale en Espagne au début du XXe, en matière d'accident du travail, retraite, loi sur les 8 heures, la loi sur les 8 heures, c'est 1919, avril 19, elle précède même de quelques semaines la même loi française. Donc, il n'y a pas de retard significatif de ce domaine-là. En revanche, effectivement, elle est ce qui a sans doute manqué, c'est suffisamment de temps, hein, pour consolider. Donc, et ça peut effectivement justifier le fait que certains considèrent que la révolution bourgeoise n'ait pas été accomplie, mais surtout, ce qui va, à mon sens, être le plus important, c'est que placer entre 1934 et 1936, placé devant euh, une exacerbation de la lutte des classes, pour toute une série de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, eh bien là, les contradictions et les oppositions même au sein de cette bourgeoisie se tendent. Et ça, c'est effectivement le résultat, enfin, c'est pas un résultat, mais il se donne à voir au moment du coup d'État franquiste de juillet. Alors justement, dernière question. Dans cette bourgeoisie, ces contradictions internes, différentes fractions entre guillemets, comment se comportent-elles au moment de ce coup d'État? Bien, il y a une petite, la bourgeoisie démocratique dont je viens de parler, libérale démocratique dont je viens de parler, qui est donc celle qui est installée en 31, enfin qui installe la République en 1931 avec des avancées sociales importantes, qui perd les élections de 33, qui les regagne en 36 en février 36, mais dans un contexte où le centre de gravité s'est déplacé sensiblement plus à gauche et sensiblement plus populaire qu'en 1931, confronté après la victoire électorale de février 36 à l'opposition armée lancé par des chefs militaires et soutenu par une bonne partie de la hiérarchie catholique et soutenu par les possédants d'une manière générale. Or, ces possédants ne sont pas tous des grands d'Espagne. Ce ne sont pas tous, l'ancienne aristocratie venue depuis le XVe siècle. Il y en a, bien entendu, il y en a. Ils sont évidemment d'autant plus visibles qu'un des épicentres de 1936 a été de la résistance au coup d'État franquiste, indépendamment de Barcelone et de Madrid, ont été les terres d'Andalousie, de la Manche, où la grande propriété d'origine ancienne est véritablement présente encore dans la péninsule. Mais ça ne fait pas toute l'Espagne, hein, et il y a d'abord ces grands propriétaires ne sont pas tous issus de la très vieille aristocratie, beaucoup sont se sont constitués, sont des anciens grands fermiers constitués à l'occasion des désamortissements des terres du milieu du 19e siècle, donc qui sont de formation récente. C'est une sorte de bourgeoisie agraire au sens de l'origine de sa fortune, c'est de l'accumulation de bourgeoisie agraire et qui a des intérêts qui sont proches de ceux de l'aristocratie, en ce sens qu'il vaut mieux vivre des rentes que des investissements dans l'industrie. Et puis, cette bourgeoisie-là, ces possédants-là, s'ils soutiennent l'armée, parce que le pronunciamiento militaire, ce n'est pas le premier. En Espagne, il y en a eu beaucoup au 19e. Et ils ne sont pas tous réactionnaires. Il y a eu des pronunciamientos libéraux et progressistes, même au 19e. On a toujours un peu de mal à considérer des prononciamientos de type progressiste, mais il y en a eu. Tout simplement, si les possédants
cette bourgeoisie-là se range massivement du côté de la rébellion franquiste, c'est par instinct de classe, mais cet instinct de classe, ce sont aussi des intérêts de classe, c'est-à-dire qu'elle a intérêt à conserver une force, et là on revient véritablement, compte tenu des conditions dans lesquelles elle fait son accumulation de capital et sa reproduction élargie de capital, elle a intérêt à conserver les termes même de la relation entre accumulation de capital et utilisation de la force de travail. Et c'est-à-dire avec des salaires les plus bas possibles et un minimum de protection sociale. Ce que, par exemple, la bourgeoisie anglaise ou la bourgeoisie française, massivement, évidemment, avait dû concéder à la fin du 19e, notamment les protections sociales, parce que c'était pour la bourgeoisie anglaise ou la bourgeoisie française, d'une certaine façon, socialiser un certain nombre de coûts. Une bourgeoisie anglaise et française dont il ne faut jamais oublier qu'elle a à sa disposition un empire colonial. Ce que, alors, les Espagnols ont perdu l'empire colonial en 1898. Les classes dirigeantes espagnoles ont perdu l'empire colonial en 1898. Elles tentent de s'en reconstruire un au Maroc entre 1920 et 1930, mais avec beaucoup de difficultés. Et d'ailleurs, la plupart, quasi tous les chefs militaires, Franco lui-même, ce sont des Africains, c'est-à-dire ce sont des militaires qui ont fait leur carrière en Afrique. Alors, ce n'est pas un aspect complètement négligeable pour comprendre la violence de la violence que les possédants vont mettre à récupérer le pouvoir. Et les autres, en fait, capitulent d'une certaine façon, parce que il y a quelque chose qui est toujours frappant, c'est pas simplement le fait que les franquistes aient gagné en 1936, l'ampleur de la répression dans les années qui suivent, mais c'est le fait que, contrairement à la dictature de Primo de Rivera, qui a été renversée de l'intérieur, lorsque le roi demande à Primo de Rivera de partir en 1930, après ces 7 ans de dictature, c'est parce que les classes dirigeantes espagnoles n'en veulent pas. Or, en 1945-46, c'est-à-dire le moment où on aurait pu, alors il y a évidemment, ce qui est connu, le fait que les Anglais ne veulent pas, et qu'ensuite, après, c'est les États-Unis qui remettent l'Espagne de Franco dans le jeu. Mais on ne voit pas en 1945, il y a toujours une opposition au franquisme, mais cette opposition, pour que l'opposition bourgeoise au franquisme renaisse, il faudra attendre pratiquement la fin des années 50, sous la forme des mouvements étudiants, enfin à partir de 1956, sous la forme des mouvements étudiants. Alors, l'ampleur de la répression l'explique, c'est-à-dire que l'opposition, ça voulait dire, c'est pas une opposition dans des conditions d'une vie, d'une compétition électorale normée, donc évidemment, mais en 1945, il y a les tentatives il n'y a pas de tentative réelle. Alors, il y a des petits mouvements autour de on veut remettre Don Juan, enfin des choses comme ça. Mais il n'y a pas véritablement de mouvement émanant de la bourgeoisie, en tout cas anti-franquiste, pas avant les années 60. Merci Alexandre pour cette contribution et évidemment, on pourra la lire de façon détaillée dans le dernier numéro.